Nous allons parler des habitudes toxiques des pervers narcissiques avec l'argent. Gardez bien en tête pendant toute cette vidéo que argent égale domination, argent égale contrôle. Et il va se servir de ça avec plein de leviers différents. Je pense que peut-être que certains, vous les avez vus, vous les avez compris, mais en réalité, il y en a bien plus que vous n'avez même pas perçu, de choses qu'il vous a faites subir au quotidien, sans même que vous réalisiez qu'on parlait d'un abus financier. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» et un lien pour me contacter, c'est juste en dessous. Au début de la relation, bien sûr, t'as pas ce visage de l'autre. Il est très généreux, très gentil, il te donne tout. C'est lui qui paye quand il y a besoin, c'est lui qui te fait des cadeaux, il s'occupe de tout. Ça va vite changer. Il va y avoir une sacrée transition entre le début de la relation et ce qui va se passer après. Alors, le vol, souvent, c'est pas quelque chose qui est aussi simple qu'une personne qui vient dans ton porte-monnaie, qui te dérobe un billet la nuit quand tu dors. Ce sera beaucoup plus sournois que ça et souvent, tu mettras du temps à t'en rendre compte. Je vous liste des situations, dans certaines vous serez clairement dedans, dans d'autres pas du tout. Peut-être que vous avez vu cette première situation, c'est « je suis entre deux jobs ». Il a un métier quand tu le rencontres, il travaille. Et puis au bout de quelques temps, ce métier disparaît. Ça se passe mal, son employeur profite de lui, il y a des soucis à son travail avec ses collègues, il doit arrêter. Et il va chercher mieux. Et quand il te le vend, il va te dire « je quitte ce métier qui n'était pas fait pour moi, je vais trouver quelque chose de beaucoup plus adapté, qui m'épanouira et qui me rapportera plus. » Et toi, tu te dis, génial, pas génial du tout en réalité. Il va chercher pendant quelques semaines, quelques mois, et tu vois qu'il y a une forme de confort là-dedans. Il se trouve plutôt bien à la maison, tu payes pour tout. Alors, éventuellement, au bout d'un moment, il va trouver quelque chose. Devant ton impatience, devant le fait que tu dises qu'il faut bien qu'il se bouge un peu pour trouver quelque chose, et puis il va finir par requitter ce nouveau job pour revenir à la maison. Et ça peut durer pendant très longtemps, selon ta patience. Autre cas de figure, ce pervers narcissique a de l'argent, son métier marche bien. Et il va te dire, j'ai de l'argent, mon métier est génial, je m'occupe de toi, laisse tomber ton job, reste à la maison. Alors, peut-être qu'au début, tu vas résister un peu, dire non, écoute, j'aime bien travailler, mais il va trouver plein d'arguments pour ça. Les enfants, la conjoncture, ton travail qui n'est pas épanouissant. Il sait que s'il te laisse à la maison et s'il t'entretient, il peut faire ce qu'il veut de toi. Tu perdras ton autonomie financière. Si jamais tu quittes pas ce travail, il peut aussi te faire des soucis à ton travail. Comme par exemple, te mettre en retard tous les matins, te faisant une crise, pour que tu arrives bien fatigué, t'empêcher de dormir la nuit pour que tu fasses des erreurs, ou te confier les enfants par surprise, ou encore t'enlever les clés de ta voiture. Oui, ça arrive, t'enfermer à clé à la maison. Plus tu seras dépendant de lui financièrement, plus il pourra te contrôler, te faire les tâches ingrates, puis te rabaisser. Tu sers juste à ça au final, à passer la serpillière par terre. Et là, tu te dis, comment est-ce que j'ai pu passer de j'avais un job, tout se passait bien, à c'est moi qui fais les tâches ménagères, et en plus je me fais rabaisser, et surtout, j'ai plus d'argent pour pouvoir en sortir. L'objectif, c'est de te bloquer, que tu ne puisses plus partir de ça. Alors, peut-être que vous avez eu le cas numéro 1, peut-être pas, peut-être que vous avez eu le cas numéro 2, peut-être pas, mais en tout cas, vous avez certainement eu le cas numéro 3. Tu as affaire à un petit roi au quotidien. Il peut par exemple te demander des cadeaux en permanence. Et puis le montant de ces cadeaux va augmenter. Il peut même aussi te dire, je ne comprends pas, l'an passé j'avais le droit à tel type de cadeau, et cette année j'y ai plus le droit. Comme s'il y avait quelque chose qui était incrémental. Ça monte de plus en plus. C'est un petit roi qui prend ses aises et qui a le droit à plus en plus de cadeaux au fil des mois et des années. S'il y a quelqu'un à qui il faut offrir un nouveau téléphone portable dans votre famille, bien évidemment, c'est pour lui. Des nouvelles fringues, bien évidemment, c'est pour lui. Il a trouvé une nouvelle passion qui coûte cher, bien évidemment, on va tous payer pour lui. Alors, il y a des variantes à ce mode de petit roi. Il y a par exemple, tu as le droit à ce privilège, il y aura le droit également. Je vais t'en citer quelques-uns, il y en a tellement qui peuvent exister. Par exemple, j'ai entendu ça souvent bizarrement, ton travail ou ton boss propose un séminaire pour les employés. Les conjoints ne sont pas invités, fais-moi confiance sur une chose, il finira par être invité, il va s'y inviter lui-même. Tu vas voir un vieil ami, une vieille copine au restaurant, bizarrement, alors que vous deviez être que deux, il arrive à s'y inviter aussi, il est présent sur place.
Tu as reçu un cadeau, un bon d'achat, devine à qui ça va aller par la suite. Il faut le partager. Par contre, dans l'autre sens, ce ne sera jamais le cas. Et tu auras le droit à un chantage affectif très classique qui durera jusqu'au moment de ce privilège. Si par exemple il y a un voyage quelque part avec ta famille ou un cadeau ou un bon d'achat, jusqu'à ce qu'il l'ait ou jusqu'à la date de cet événement, il te fera un chantage. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que toi, petit ver de terre, alors que lui c'est un demi-dieu, pourquoi un ver de terre aurait le droit à ça, alors que lui qui sort de la cuisse de Jupiter n'aurait pas le droit à ça. Dans sa tête, ça n'a même pas de sens. Tu es juste rien à ses yeux. Tu es comme de la poussière. Une autre variante du petit roi, c'est une phrase très classique qu'on pourrait quasiment le mettre en post-it sur la tête, c'est « ton argent, c'est notre argent, par contre, son argent à lui, c'est le sien ». En gros, ce que vous gagnez, il faut le partager, ce que tu gagnes, il faut le partager, par contre, ce que lui gagne, c'est juste pour lui. Tu as peut-être économisé, à un moment donné, pour un projet de couple. Par exemple, tu rêvais de visiter un endroit, et ça fait des mois que tu économises pour pouvoir y aller. Au final, est-ce que cet argent ira dans quelque chose qui te fera plaisir? Jamais de la vie, ça ira juste pour lui. Et il y aura toujours une excellente justification. C'est parce que son ordinateur est tombé en panne, il lui faut le dernier modèle le plus à la mode. Il va passer des heures à te justifier de pourquoi est-ce que ce budget de famille ou de couple doit aller chez lui. Un quatrième exemple qui est très classique, c'est « donne-moi accès à tout, moi par contre, je ne te donnerai absolument rien ». C'est extrêmement bizarre, mais ça arrive dans quasiment 90 ou 95% des couples avec une personne qui est perverse narcissique. Il connaît précisément ton salaire, l'état de tes finances et il connaît aussi tes comptes bancaires. Ça peut même aller jusqu'à ce qu'il ait les codes de ton compte bancaire ou qu'il ait créé des comptes joints où tu dois mettre ton salaire dessus pour pouvoir contrôler exactement ce que tu gagnes. Alors ce qui est bizarre, c'est que lui connaît tout sur toi au centime près. Toi, par contre, ce qu'il possède, t'en sais pas grand-chose. Ça reste flou, c'est opaque. T'as jamais trop parlé de ça. Et quand tu lui poses des questions, il s'énerve. Pourquoi tu veux savoir ça? Et quand tu dépenses quelque chose, tu dois prouver de pourquoi est-ce que tu vas le dépenser. Pourquoi est-ce que toi, ver de terre, tu aurais le droit d'utiliser ton propre argent? Ça lui paraît complètement dingue, alors que cet argent serait tellement mieux investi sur lui. Tu as la fâcheuse impression, au bout de quelques mois, quelques années, de toujours devoir payer plus que lui, de toujours devoir te sacrifier pour lui. Si jamais tu avais un doute, est-ce qu'il met de l'argent de côté sur ton dos? Bien évidemment que oui. Cinquième point, c'est ton nom qui sera utilisé sur les papiers administratifs, sur les emprunts, ce sera aussi ta carte bleue qui sera utilisée. Alors ça peut être fait de manière douce, comme par exemple s'il te plaît, prête-moi ta carte bleue, puis ensuite tu remarques que c'est compliqué pour la récupérer cette carte. Ou encore est-ce que tu peux signer ici, lorsqu'il y aura un emprunt à faire, un crédit quelque part. S'il y a quelqu'un qui est caution, devine qui il sera à la fin. Sixième point, c'est t'inquiète pas, je vais gérer notre argent. Il va te dire je suis très bon pour gérer ça. Toi par contre, il va te dire que tu dépenses l'argent n'importe comment. Que lui, il est économe, qu'il a de bonnes notions là-dedans. Tu vas découvrir l'inverse au final. Ce serait un peu comme si ton père, alcoolique, te disait « Mon fils, donne-moi ta tirelire, je vais m'en occuper ». Tu sais très bien que ça irait pas quelque part qui serait très sain. Au final, là c'est pareil. Malheureusement, tu as confié les clés du coffre à la mauvaise personne. Il arrivera le plus souvent possible dans une position où il contrôle ce que tu achètes et c'est lui qui te donnera l'argent. Un peu comme, encore une fois, un père alcoolique te rationnerait, te donnerait un peu trop peu pour pouvoir vivre, même si c'est ton propre salaire. Il va contrôler tes dépenses. Si tu as acheté un café, pourquoi est-ce qu'il est si cher? Pourquoi est-ce que tu as besoin de boire du café? Lui, par contre, il boit ce qu'il veut, il fait exactement ce qu'il veut dans la vie. Et tu auras le droit à tout un tas de questions pour pouvoir te contrôler au quotidien. Septième point, il loge au bon endroit, avec deux caractéristiques. Alors, soit c'est sa maison à lui que tu es en train de rembourser, il te fait payer bien évidemment un loyer chaque mois pour rembourser son crédit à lui, bien évidemment, ou alors on est dans ta maison et dans ce cas-là, il ne paye rien. Bah oui, si c'est ta maison, pourquoi est-ce qu'il payerait un crédit? En tout cas, il va toujours se trouver la bonne solution pour qu'on le rembourse lui ou pour profiter gratos de ce que tu possèdes. Et chaque jour, il va te dire des choses comme « c'est normal non que je paye rien, on est un couple, on est une famille, on est ensemble, c'est normal. Et puis ma copine d'avant, elle payait tant, elle payait même plus que toi en réalité. »
Il peut te dire des phrases comme par exemple « Est-ce que tu peux maintenant payer l'EDF? En échange, je paierai les courses une fois ou deux en plus. S'il te plaît, sois gentil, implique-toi. » Alors, bien sûr, tu finis par payer l'EDF, le gaz ou tout ce qui s'ensuit, mais bizarrement, il ne payera pas souvent les courses. 8e point, il va te dire qu'il faut que tu gagnes plus d'argent, si jamais tu as gardé ton travail. C'est à toi, petit esclave, de travailler et de te donner à fond dans ton travail pour lui. Bah oui, lui, c'est un petit roi ou une petite reine. Il n'a pas besoin de travailler en principe. C'est déjà un demi-dieu sur Terre. C'est à toi d'aller à la mine, d'aller au travail chaque jour, de te fatiguer à fond et de ramener l'argent à la maison. Et il y a une image qui me vient souvent, c'est celle des matchs de tennis. L'une des stratégies au tennis, c'est d'envoyer la balle en permanence à un bout et à l'autre du terrain pour fatiguer l'autre. Là, il va faire pareil. Il va te fatiguer en te faisant bosser beaucoup plus à ton travail et en plus, tu auras le droit à une crise le soir quand tu vas rentrer ou en pleine nuit. Parce que non seulement ton travail sera épuisant, mais il te rajoute de la fatigue au quotidien. Il y participe pour que, à la fin, tu abandonnes, pour que tu n'aies plus de force de lutter contre lui. Alors, 9e point, galanterie et féminisme. Si c'est un homme, il était très galant au début et ce sera vite remplacé par dans un couple, il faut partager les frais, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'il paierait pour toi pour être sympa? Et si c'est une femme, elle peut utiliser une forme de féminisme quand ça l'arrange. Elle va dire par exemple, on est ensemble, je suis une femme, paye pour moi. Un homme devrait payer pour sa femme. Elle va utiliser un peu le double monde, c'est-à-dire le monde de dans le temps, d'il y a 50 ou d'il y a 100 ans, où on payait beaucoup pour la femme, mais aussi le monde moderne où elle est indépendante, elle fait un peu ce qu'elle veut dans la vie. 10e point, très classique, ça va être embauche-moi ou encore trouve-moi un job dans ton entreprise. Alors là, au moment où cette personne arrive dans ton entreprise, tu peux être sûr que ça va être catastrophique. Il va par exemple dire du mal sur toi auprès de tes collègues, te rabaisser, te faire des fautes, montrer aux autres que tu es incompétent. Et l'idée, encore une fois, on parle d'armes de manipulation ou de domination. L'idée, c'est de te fatiguer et en plus de créer chez toi un sentiment d'injustice. Comme par exemple, le faire embaucher puis que lui te fasse virer, ce serait extrêmement injuste. Et ça va le faire rire. Et plus tu auras ce sentiment d'injustice, plus lui sera content. Il aura gagné la partie. On passe au 11e point, le dernier, qui est le divorce. Tu auras tout le mal du monde à obtenir quoi que ce soit. Ce sera un mauvais payeur. Il va réduire les pensions. Il fera tout ce que tu peux, encore une fois, pour garder cette domination. Et si vous avez des enfants, ça reste une arme qu'il peut utiliser contre toi en permanence. Alors, derrière ce tableau qui est plutôt triste, où on pourrait se dire, je me suis fait avoir et cet argent, je ne le reverrai jamais, j'aimerais juste te préciser qu'il y a des gens que j'ai vus avoir perdu des dizaines de millions d'euros dans ce genre de choses. Et c'est difficile. Parfois, c'est l'argent d'une vie. Parfois, c'est un projet. Parfois, c'est une immense entreprise familiale qui est détruite. Il y a forcément des pertes dans ce genre d'équation. Obligatoirement. Sorti avec une personne qui était toxique. Ne t'en veux pas trop. Dis-toi que aujourd'hui, tu es vivant, tu es en forme et surtout, tu es libre si tu as réussi à en sortir. Et c'est ça le principal. L'argent n'est pas si important que ça. Oui, on s'est fait avoir, c'est une chose. Maintenant, concentre-toi sur ta vie. Cette personne, avec tout l'argent qu'il a sur Terre, ne sera jamais heureux. Ça restera une coquille vide, en souffrance, qui fera souffrir d'autres personnes et qui finira sa vie tout seul. Donc, oui, il y a des pertes. Qu'importe, c'est pas grave. C'est arrivé à vraiment tout le monde. Mais c'est pas l'argent qu'il a réussi à te voler qui le rendra heureux sur Terre. Toi, par contre, tu as l'opportunité de pouvoir retrouver ce bonheur. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.